the watch industry is one of the oldest and most sought after consumer products in the world. From the Swiss top brands in the world that people dream about, from the quartz movements that came into existence, it's a staple in consumer products. And today, with the rise of sustainability and an up-and-coming Montreal brand that we have, our first guest on the podcast, Samuel Leroux from Solios. Thank you for being with us. I got my Solios on right now. That's it. That's good. And pour moi, les montres, le monde, des fois, aspire ou il pense à le monde de montres. Oh, je vais m'acheter une montre pour un gros événement dans ma vie. Mm-hmm. Mais moi, ma Solios que j'ai présentement va toujours avoir un grand souvenir dans ma vie. C'est la montre que j'ai portée à mon mariage. Puis chaque fois que j'apporte, c'est toujours quelque chose que je pense puis qui m'inspire. C'est que merci d'être ici. Merci pour être sur notre show. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Puis aussi pour de partager le beau souvenir par rapport à ta Solios. Puis ben, en effet, les montres, c'est souvent attribué à des souvenirs qu'on a, que ce soit à des événements, à des personnes. C'est beaucoup des cadeaux. C'est même beaucoup des mémoires aussi de souvenirs très, très chers. Puis souvent, la montre va même être une extension de sa propre personnalité. Fait que oui, en effet, c'est des objets très uniques et très précieux pour beaucoup de personnes. Mais un gros merci de me recevoir. Ben, parfait. Pour tous les écouteurs, nous autres, on se connaît. Nous autres, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de nos conjointes. Tout à fait. Moi, j'étais déjà dans le groupe, puis toi, t'étais le nouveau arrivé. Puis des fois, c'est comme, ah, lui, vas-tu durer? Es-tu un bon gars? Mais à date, ça dure. On est pas pire. Puis je peux te dire que nous autres, je pense qu'on se croise à l'extérieur de nos blondes. Ça on s'est fait des amis. C'est rare d'avoir des amis le plus vieux qu'on est. Puis c'est plus rare de rencontrer du nouveau monde, mais très content d'avoir dans ma vie puis être ici. Ben, apparemment. Merci, Carl. Puis ben non, exactement. Quand tu rencontres, quand tu te fais une nouvelle personne dans ta vie, tu connais pas évidemment la famille puis ses amis. Ouais. Bon, j'ai eu la chance que ma blonde, elle avait une belle gang d'amis, puis en effet, là, c'est le fun de presque 4 ans plus tard déjà ça va vite, de développer ces belles relations-là. Fait que puis là, en plus qu'on se retrouve ici. Exactement. Ça évolue bien. Mais on s'est pas vu, ça faisait longtemps, c'est que j'ai dit, je vais créer un podcast pour que t'avoir, c'est ça. C'est une bonne excuse. Mais si on revient un peu sur Solios. Ouais. La vraie raison que tu es ici, dans le fond. L'idée de Solios, l'histoire derrière, le concept derrière Solios, c'était quoi? Ça a parti d'où? Ben, en fait, tu l'as un petit peu mentionné, c'est évidemment disons qu'on a été extrêmement interpellés par les changements climatiques, puis ça, je recule même il y a plus que 10 ans. Puis il y a plus de 10 ans, toute la mode éco-responsable, c'était beaucoup, en fait, beaucoup la qualifiait de c'est juste une trend, c'est passager, ça va pas durer, mais plus le monde avance, plus on le remarque dès maintenant, on voit que nos hivers sont très, très doux. On sent que les changements climatiques c'est quelque chose qui est vrai. Et en fait, l'objectif à moi et mon partenaire Alex, avec qui on a lancé Solios, c'était d'avoir un impact positif sur l'environnement. Mm-hmm. Mais on n'était ni programmeur, ni ingénieur, alors on n'était pas vraiment le type de profil qui avait le background pour inventer une solution ultra innovante. Alors, on s'est dit qu'on voulait le faire, mais de manière en influençant des meilleures habitudes de consommation. Ouais. Puis, on était des grands fans de montres. On avait près d'une vingtaine de montres chaque, évidemment, que je ne porte plus aujourd'hui. Je porte mes Solios. Mais qu'est-ce qu'on a vite réalisé, c'est que, le marché de la montre, c'est encore un marché en forte croissance. C'est un énorme marché. Mais le segment des montres à pile, donc on appelle vraiment les montres qui fonctionnent avec un mouvement au quartz, en fait, la pile dure en moyenne 1 an et demi. C'est la première raison de surconsommation de montres, c'est une pile qui meurt. Ouais. Fait qu'on se dit qu'on va faire changer la pile, mais on le fait pas. On a toutes des montres mortes dans nos tiroirs. Ça se trouve dans le fond du tiroir. Exactement. C'est chiant à faire changer. Il faut aller au bijoutier, ça coûte cher, on sait jamais comment ça fonctionne, etc. Fait que c'était vraiment un pain point pour le consommateur. Puis, pour nous également, c'est un produit qui répondait pas à nos valeurs, qui était pas durable, puis il n'y avait pas d'alternative sur le marché. Fait que c'est comme ça qu'on est venu à l'idée de dire, puisqu'on n'a pas l'argent, en fait, puis que la plupart des consommateurs n'ont pas l'argent pour s'acheter des montres mécaniques à des milliers de dollars, c'est des produits qu'on adore, c'est des super produits, mais qui sont plus réservés, évidemment, à des gens plus fortunés. Notre but, c'est d'offrir une solution
plus à la masse, mais une solution de qualité, une solution premium, d'où l'idée de la montre solaire. Donc, on ne savait même pas si ça existait, une montre solaire. On a remarqué que oui, mais qu'elle n'était pas intégrée de manière ultra design, très minimaliste, très élégante. Et pas non plus aussi avec un angle d'éco-responsabilité. Donc, on est un peu les premiers qui ont jumelé ces 3 éléments-là. Ça a pris presque 4 ans à faire notre premier prototype, mais de là est née l'idée en fait, d'avoir la première montre Solios. Très cool. Ouais. Puis, présentement, c'est pardon l'anglicisme, mais des dress watch, dans le fond, qu'on a présentement. Y a-t-il une idée de pousser ça comme des dive watch, sports watch? C'est quoi le futur de la ligne? 100%. En fait... même moi, personnellement, j'ai déjà... En fait, j'aimerais ça avoir plusieurs styles de montres. Donc, naturellement, ça va se transmettre dans la marque, dans les produits de Solios. Initialement, on a commencé avec la montre minimaliste parce que le mouvement solaire n'avait jamais été intégré avec un cadran qui était transparent, donc laissait passer la lumière pour recharger la montre, mais qui était opaque à l'œil nu et qui n'avait aucune texture, aucun cadran supplémentaire, aucune feature ou extra layer pour camoufler la technologie solaire. Donc, quand tu regardes la montre, on dirait que c'est une montre très standard, mais en fait, le cadran est transparent, puis il y a un panneau solaire directement en dessous du cadran. Fait qu'on voulait se prouver qu'on était capable de faire ça. En fait, puis les montres minimalistes, les montres dress watch, à ce moment-là, étaient ultra en vogue. Mais là, en fait... Plusieurs compagnies ont rentré dans ce marché-là. Exactement. Mais un peu comme la mode, dans l'industrie de la montre, il y a plusieurs styles qui come and goes. Fait que, actuellement, la dress watch, encore en vogue, mais pas autant que la montre plus sportive va l'être actuellement. Donc, et c'est tous... Je dirais qu'il y a 5 grandes familles de montres qui... pendant un cycle de 20 ans, vont partir et revenir. Absolument. Notre but, c'est d'adresser, évidemment, ces 5 familles-là, ces 5 familles de montres-là, mais toujours dans le respect du design de Solios, qui est vraiment vers l'élégance. Absolument. OK. Y a-tu le fait que c'est une montre solaire, c'est-tu plus difficile de faire des grandeurs spécifiques parce que tu as besoin de la surface que tu as besoin, comme souvent on voit comme des ladies watch, 24-inch lug to lug ou quelque chose de même. C'est quoi que le sweet spot, ou c'est quoi la difficulté quand tu changes de grandeur? Ouais, c'est un challenge. En fait, la première montre qu'on avait sortie, c'est notre modèle classique. On l'avait sorti à 2 grandeurs, donc un diamètre de 36 mm puis de 40 mm. Puis la première requête, en fait, la requête la plus... C'est vraiment classique. Les 36-40 mm, là, c'est qu'est-ce qu'on voit dans le grandeur ultra classique, exactement. Puis la requête qu'on a eue le plus souvent après avoir lancé notre premier modèle, c'est on veut une plus petite montre. Fait qu'évidemment, plus pour les plus petits poignets. On a dit parfait, OK, puis on pensait que ça allait être simple, mais pas du tout. En fait, on visait à faire une montre 28 mm, donc vraiment plus pour les ladies watch. Puis en fait, on n'était pas capable pour 2 raisons. Il y a une surface minimum à aller chercher pour l'aspect solaire, mais le plus compliqué aussi, c'était de faire en sorte que la montre soit plus mince. Parce que pour une 36 mm, une 40 mm, on avait une épaisseur de 8 mm. Puis quand on mettait ça en 28 mm, c'était beaucoup trop bulky pour un petit poignet. Ça faisait comme un cube un peu que tu portais sur ton... Un dive watch un peu. C'est exactement, mais minuscule. Fait que c'était juste pas beau. Ça nous a pris presque 2 ans de juste compresser la technologie solaire puis faire la montre à 6 mm. Wow. Puis le plus petit qu'on a réussi à aller, c'était 29 mm. Fait qu'on est tombé 1 mm short de notre objectif. Mais aujourd'hui, c'est notre meilleur vendeur. Ah ouais? Ouais, exactement. Fait que des fois, l'effort en vaut la chandelle. Ça, c'est un cas particulier. Ou un autre cas qui est challengeant, c'est après on a sorti la montre que tu portes, c'est la Solar Curve, qui est la première montre solaire avec un cadran courbé. Pour cette montre-là, on voulait se donner le défi de mettre la date, le date window, à 4 heures plutôt qu'à 3 heures. Vraiment pour un confort. En fait, c'est que la couronne ne va pas venir rentrer dans ton poignet quand tu plies la main. Absolument. Donc, on pensait évidemment que ça allait être simple, mais de percer ta cellule solaire à un endroit différent a tout changé nos plans. C'était ultra compliqué. Puis en plus, c'est que quand tu tournes ton mouvement, en fait, le mouvement, qu'est-ce qui fait tourner les aiguilles, qu'est-ce que tu veux, c'est pour voir normalement si tu as une montre moindrement de qualité, c'est que tu veux que ton aiguille des heures et des minutes à midi soit une par-dessus l'autre. Fait que quand tu mets ta date à 4 heures plutôt qu'à 3 heures, tout se décale. Puis le fait avec une montre non solaire, ça aurait été super facile de faire ce qu'on voulait faire, mais vu que c'est solaire, il faut respecter faut pas endommager les cellules solaires qui power la montre. C'était
c'était tout qu'un défi. Là. J'aurais jamais pensé à ça. Genre, si on avait su que c'était autant compliqué, je suis pas sûr qu'on l'aurait fait. On aurait mis ça à 3 heures. Ouais, c'est ça, exact. exact. Mais bon, au moins, ça fait un résultat unique. Puis on était vraiment deep dans le projet, alors on a continué. Mais ça a été quand même un trouble là, de sortir ça. Tu as voyagé un peu, je change un peu de sujet, là, mais tu as voyagé un peu partout. Donc Singapour, des global hubs de finance, whatever. Ouais. Qu'est-ce qui t'a ramené à Montréal pour commencer l'aventure d'un startup? Ouais, en fait, non, très bonne question. Surtout que plus je voyageais, puis c'est un peu comme une drogue, en fait. C'est plus tu voyages, plus tu as envie de voyager. Absolument. Je me suis ramassé dans des endroits, comme la première fois que j'étais allé en Australie, je suis comme, moi, je reste là. Je bouge pas plus d'ici. À Singapour, j'ai été là un 6 mois, puis j'ai découvert des choses exceptionnelles là, sur n'importe quel continent que je suis allé. Mais plus je voyageais aussi, plus je me rendais compte à quel point Montréal était incroyable comme ville. Pour beaucoup de raisons, mais à quel point j'ai été choyé d'être né ici puis d'avoir grandi ici. Puis bon, je pense que une des premières choses qui m'a ramené ici, évidemment, c'est les gens. C'est sûr que je suis quelqu'un de très attaché à mes amis, beaucoup à ma famille, puis les gens étaient ici, mais c'était pas... on m'a pas tordu un bras pour revenir à Montréal. Okay. Quand tu vois à quel point la vie, la ville, elle est vivante, que ce soit pour le sport, pour la musique. J'adore les restaurants aussi. Évidemment, on est ultra choyé ici. Le coût de la vie par rapport à tout ce que tu peux aller chercher. Non, c'est tellement vivant. Puis la culture, j'aime l'aspect de multiculturalisme. On est un peu un mix entre l'Europe et l'Amérique. Ouais. Fait que non, vraiment ultra choyé. Puis même si encore à ce jour, je me dis j'aimerais ça aller vivre 1 an ou 2 ailleurs. Je sais pas où encore. L'Australie m'interpelle encore un peu, là. Faut que je l'avoue. Mais en fait, qui me fait. Puis je pense que j'ai aimé l'Australie parce que ça faisait déjà 6 mois que j'étais en voyage en dehors de Montréal. OK. Puis là, j'étais arrivé en Australie, puis on dirait que ça m'a fait penser un peu à ma maison, justement. OK. Mais bon, avec l'aspect du surf, il fait beau, il fait chaud, c'est exotique un peu, mais tu te sens quasiment vivre à Montréal. Fait que je pense pour ça, justement, j'ai trippé ici. Là. Ah, cool. Puis si je reviens à Montréal, comme culture startup, il y en a plusieurs. Il y a des gros success stories qui ont sorti de la ville. Ouais. Y a-tu une infrastructure, y a-tu de l'aide pour ces types de compagnies-là que tu as trouvé? De plus en plus. De plus en plus? De plus en plus. Puis en fait, pour partir énormément. Puis c'est vrai que Montréal, je pense qu'on est rendu dans le top 20 des meilleurs hubs pour les startups au monde. C'est énorme, là, puis je pense qu'ils ont même un objectif de se rendre dans le top 10. Je sais qu'on investit beaucoup dans tout ce qui est le AI. On est vraiment une plaque tournante, puis il y a énormément d'aide pour lancer une startup. Donc, nous, par exemple, on a été lauréat de Montréal Inc., qui est maintenant Startup Montréal. OK. Ça a ouvert énormément de portes. En fait, c'est par exemple eux qui nous ont présenté à Jean-Christophe Bédos de chez Burks, qui était l'ancien CEO de Cartier, de Bûcheron, puis qui maintenant est ultra impliqué dans Solios. Fait que c'est vraiment, ça l'ouvre des portes, ça donne des bourses, mais tu le fais surtout pour les contacts. Puis après ça, tu as des institutions plus comme PME Montréal qui nous ont soutenus dès qu'on a débuté notre commercialisation. Il y a beaucoup de subventions qu'on est allé chercher pour nos efforts en environnement, par le fait qu'on est B Corp, par le fait qu'on devient carboneutre. Il y a énormément de soutien pour lancer. Je dirais que là où, puis on en parle beaucoup particulièrement dans une économie comme actuellement, qui a de la difficulté, c'est une fois que tu es lancé, si tu n'es pas vraiment une compagnie de tech, c'est difficile d'aller chercher de l'argent plus d'anges investisseurs ou de VC. OK. C'est là, mais on est loin d'être comme des hubs plus aux États-Unis où il y a une abondance de capital et un manque de start-up. OK. À Montréal, je connais moins le Canada, mais je pense que ça se reflète aussi partout dans le Canada. Il y a énormément de start-up. Il y a du capital dans le marché, mais pas nécessairement du capital disponible pour ces start-up-là. OK. Fait que on est moins prompt à prendre des risques dans des startups quand vient le temps de faire des plus gros chèques. Ah ouais. Fait que, puis je sais qu'on en parle énormément. Je rencontre beaucoup de fonds actuellement, puis de
de personnes qui veulent essayer de changer ça, de permettre de prendre un petit peu plus de risques. Mais honnêtement, partir une startup à Montréal, c'est une des meilleures places pour le faire. Ah ouais. Ouais. Ah, je suis content de savoir ça. Ouais. Puis t'as parti la startup à Montréal. T'habites à Montréal, t'habites à Verdun. Ouais. Je le sais parce que je suis aussi courtier immobilier. On a eu la chance de... Je pense que t'en sais un petit peu par rapport à où c'est j'habite. C'est ça. Mais le bureau est aussi à Verdun. Ouais. Pourquoi Verdun? Puis le charme. Explique-moi pourquoi un peu. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce coin-là de la ville? Ouais, ben en fait, j'ai toujours eu un faible par rapport au sud-ouest. OK. Puis, je suis probablement biaisé, mais j'ai grandi près de 20 ans à la Chine. OK. Puis à la Chine, on a la chance d'avoir sans doute un des plus beaux bords de l'eau de l'île de Montréal. Fait que j'étais toujours sur le bord de l'eau. Je faisais des clubs de tennis, des clubs de canot-kayak. J'étais toujours dans l'eau. Puis on dirait que c'est important pour moi. Le fait d'avoir eu ça dans ma vie, on dirait que quand j'étais pas proche de l'eau, je le remarquais. T'sais, même si j'adore aller dans des quartiers comme le Plateau, Rosemont, mais est-ce que je vivrais là tout le temps? Je sais pas, parce qu'on dirait que le fait que d'avoir une proximité avec le fleuve ou le canal, ça respire un peu, puis il y a un certain aspect de bien-être qui me rejoint par rapport à ça. Puis bon, étant de la Chine, moi, c'est pas très loin du sud-ouest aussi, je pense que c'était juste un fit naturel. Mais initialement, moi, je m'étais dit que j'allais vivre à Saint-Henri. J'ai vécu 4 ans à Saint-Henri, puis j'ai trippé. C'est ultra vivant, tellement de bons restaurants, énorme vie de quartier, c'est cool. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Mais évidemment, c'est un quartier qui était rendu quand même très cher. Ouais. Puis, mais Verdun m'interpellait pour les mêmes raisons. Même que je pense que pour élever potentiellement une famille, c'est encore mieux. T'as un petit peu plus d'espace, des grands parcs. T'as pas juste le canal, t'as le fleuve. Puis maintenant, avec la rue de Wellington qui explose, la qualité des restaurants puis de la vie sociale qui se trouve là-bas. C'est à découvrir si on connaît pas Wellington. 100%. Puis je pense que c'est le début. Là. Je pense vraiment que c'est le début. Là. C'est vraiment éclectique. Ce que j'aime aussi, j'aime avoir une diversité culturelle, mais aussi de sociale dans la ville, puis être mis en contact avec toutes sortes de personnes. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, puis que j'aime. Fait que le fait que les prix à Saint-Henri étaient quand même chers m'ont comme un petit peu poussé vers Verdun. Puis ma blonde, elle connaissait pas vraiment Verdun. Puis elle avait un peu comme l'image de Verdun il y a 30 ans. Que oui, c'était assez défavorisé. Verdump dans le temps. Exact. C'est ça. C'est plus ça. Non, c'est vraiment plus ça. Il suffit de prendre une marche à Verdun, là. Une marche sur la rue Wellington, puis t'es comme, OK, ouais, c'est vraiment plus... Puis même moi qui étais à la Chine, je me suis toujours dit que j'allais jamais habiter à Verdun. Puis pourtant, là, j'ai ma maison, puis j'ai mon bureau qui est à Verdun. Très cool. Mais ouais, j'adore le coin. C'est vraiment vivant. Mais si on reste sur le sujet de vivre Montréal, whatever, pour finir, on aime faire un petit rapid fire sur Montréal. OK. Si je te pose la question, rapidement, restaurant favori, puis si tu as une assiette dans ce restaurant favori-là. Écoute, j'en ai fait, je pense que... Tu peux me donner un top 3, là. Ouais, ben, lui, du moment, là, même que je suis retourné dernièrement, c'est Cabaret d'Enfer. OK. Ça a ouvert, je pense, il y a 1 an, par un chef ultra sympathique, chef italien. Puis, dans le fond, qui a travaillé au Noma, qui était le restaurant de Copenhague, là, qui était le meilleur restaurant au monde, qui ferme les portes, d'ailleurs. Puis, il ouvre un restaurant italien, 7 services ou 8 services. Tu choisis pas tes repas, mais c'est écœurant puis super sympathique. Fait que j'ai vraiment trippé au Cabaret l'Enfer. Mais, mettons que je veux quelque chose d'un peu plus... un peu moins cher, là, c'est rare que je me tente de la poutine, la poule mouillée. Là. Un vrai classique. Ça, c'est de la meilleure poutine au monde. Un vrai classique. Si je te pose la question, concert venue favori à Montréal? Ouais. Je vais à plein de concerts. J'aime beaucoup la SAT. Ouais. La salle avec le dôme, parce que tu as des shows que des fois, c'est difficile de mettre la main dessus parce que c'est une petite salle. Exactement. Par exemple, j'ai vu Patrick Watson là-bas, où on était sur des beanbags avec un effet visuel. Puis c'était fou, c'était vraiment nice. Mais c'est un peu plus rare pour avoir des bons shows. Fait que
je pense que mon go-to, c'est Théâtre Corona. Ben, qui a changé de Ouais, nom il a changé. d'ailleurs. Là. Je devrais savoir Ouais, ça. Beanfield, quelque chose, quelque chose comme ça. Puis, mais anyway, ça reste Théâtre Corona pour l'instant dans mon cœur, mais c'est une petite salle faite sur le large plutôt que sur le long, comme au Métropolis. Ouais. T'es tout le temps tassé, tu vois rien, puis c'est comme un long couloir. Mais le fait que le plancher est sur un angle Exactement. aussi. Ouais, c'est Exactement. Fait que peu importe où, tu vois bien. Puis c'est que souvent, tu vois des artistes vraiment up and coming, mais qui ont déjà quelques bonnes tunes. C'est pas comme au Belmont, parce que là, c'est très comme... au Fairmont, t'es pas... Exact, ça débute, mais Théâtre Corona, c'est comme entre le Métropolis puis une petite salle vraiment random. Le nombre d'artistes que j'ai vus là-bas, que 2 ans plus tard sont sur un gros stage au Centre Bell. Exactement, Lady Gaga, elle a passé par là-bas. Il y en a énormément des énormes artistes qui sont passés par le Théâtre Corona. Fait que quand tu as la chance de les connaître un petit peu plus tôt puis de les voir là, c'est un bijou. Ouais. Very nice. Ouais. Puis je te dis, on parlait de concert, y a-tu un festival à Montréal que je dis chaque année, je peux pas manquer ça? Ouais, le festival de jazz. Festival de jazz? Ouais, plus jeune, je faisais vraiment les Hillsonic, Oshéaga, etc. Je vais encore à des places comme Oshéaga, mais mon préféré, je pense, c'est le festival de jazz. L'année dernière, par exemple, gratuitement, je suis allé voir Jean-Michel Blais. C'était rempli, c'est super bon avec la foule. Tu fais des belles découvertes, il y avait des tâches sur le Tana ou même des vraiment petits concerts, c'est super vivant. Ça fait des belles soirées à Montréal aussi. Tu sors du métro, tu te promènes, tu vas prendre une petite bouchée, une crème à glace. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec le quartier des spectacles extraordinaire? Ouais, puis ça continue à changer. Là, je pense que ça fait un petit bout que je suis allé, mais je pense qu'ils investissent dans... ils vont faire le corridor des quartiers des spectacles qui va aller jusqu'au bout de la rue Peel. Ouais. Puis le projet de MR63 qui vont vraiment revaloriser des métros, des anciens métros de la ville de Montréal avec un énorme building. J'ai eu la chance de voir toutes les places. Ça va vraiment être fou. Fait que tout ce corridor-là des spectacles, ça va être hyper vivant. Fait qu'ils continuent d'investir massivement. Là. Ça devient une pour les locaux, autant pour les touristes, le monde, une place pour réunir. Exactement. On parlait de pourquoi Montréal, on aime ça. C'est toute la vie là, que la ville y met, puis que les gens y participent. Là, c'est ça qui rend ça vivant puis le fun. Puis en parlant de ça, s'il y a une soirée à Montréal mémorable, t'en as une, top 1 que tu dis, my God, ça c'était what a night. Il y en a. Or a day or whatever. Il y en a évidemment. Il y a plusieurs raisons d'avoir des moments mémorables. Ouais. Il y a des souvenirs un peu plus flous que d'autres. Mais je pense que c'est un peu cheesy, mais le lancement de Solios. OK. Je pense que j'étais sur un high pendant des heures. Je comprenais pas qu'est-ce qui s'arrivait, qu'est-ce qui se passait. Mais on avait loué sur la rue Parc le théâtre Rialto. OK. Puis on avait invité presque 700 personnes. C'était rempli. Puis on avait dit à la salle, mettez bien les barmen, la gang va boire pas mal. Puis c'est là qu'on avait annoncé qu'on lançait Solios, en fait. Puis à ce moment-là, on travaillait encore. Nos anciens boss étaient dans la salle. Puis on a fait presque 3 fois notre objectif total de la campagne juste cette soirée-là. Il y avait tout le monde qu'on connaissait dans la salle. Puis même nos boss sont venus nous voir, ils ont dit « I guess this is it ». Fait qu'on a dit « je pense que ouais ». Fait que c'était vraiment... Ils en ont acheté, ils partent encore, c'est bon. Ben oui, puis c'est même encore des mentors, puis sont encore impliqués dans Solios, fait que très joyeux pour ça. Mais cette soirée-là, c'était fou, là, puis je pense que jusqu'à temps que ça allait finir vers minuit. Puis là, quand on voyait qu'il restait juste nos amis, on est allé au bar après. Puis, on est allé sur le high, le thrill. Exactement. Adrénaline comme je n'ai rarement eu. Là. C'était un beau moment. C'est une belle histoire. Vraiment. Ouais, c'était cool. Mais gars, juste pour vraiment terminer, si le monde sont intéressés à découvrir un peu plus sur Solios, acheter leur propre montre, comment qu'ils vous trouvent? Absolument. On a une petite boutique sur la rue Verdun, mais à 99% de ce qu'on fait, c'est vraiment en ligne. Mm-hmm. Donc, le solioswatches.ca. Tout se trouve là. Puis s'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas à venir nous voir en boutique, nous écrire, nous appeler. Ça fait vraiment plaisir de répondre à toutes les questions. Puis
même que là, on s'apprête à investir pour avoir toute notre chaîne d'assemblage automatisée, puis continuer à réduire notre impact environnemental, puis vraiment avoir la montre au plus faible impact, en fait, de toutes les montres. Fait que il va y avoir beaucoup de développement à venir. Fait que les gens peuvent nous suivre là. Amazing. Ben, encore un gros merci. Congratulations. Continued success. Puis c'est moi qui te remercie pour l'accueil. Très, très agréable. Thank you. Ça va bientôt. All right.